Voilà, j'allais commencer cette intervention par un classique Mesdames, Messieurs, bonsoir, et puis je me suis dit finalement que c'était peut-être un peu en porte-à-faux avec le sujet de ce soir. Alors dans le doute, je vous dis, chers sapiens, qui que vous soyez, vous êtes les bienvenus à l'espace, l'Institut français de Hanoï, pour cette dernière conférence de l'année qui marquait, je vous le rappelle, le 45e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et le Vietnam. Alors ce soir, on va parler de genre, on va parler d'identité, on va parler d'identité de genre, et par extension du sujet, de droits LGBTI, comprendre lesbiens, gays, transgenres, gay, bisexuel, voilà, c'est celui que j'oubliais, transgenre et intersexe. De toute façon, on reviendra sur les définitions au cours de cette conférence. Et pourquoi on parle de ça? Parce que c'est effectivement les revendications et les actions de ces communautés qui ont permis de jeter un éclairage nouveau sur ces traditionnelles identités de genre qui étaient jusqu'à présent catégorisées en masculin, féminin, et on va voir que c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc c'est un vrai sujet de société qui peut paraître un petit peu complexe de prime abord, mais qui est en réalité totalement universel et dont on parle un peu partout dans le monde, dans le nord, dans le sud. Ça veut dire que c'est vrai en France, ça veut dire que c'est vrai au Vietnam également. Et ça nous a semblé intéressant d'aborder ce sujet ici au Vietnam, à l'heure où il y a encore quelques semaines, le film documentaire Finding Phong, que vous verrez à l'issue de cette conférence, sortait avec succès dans les salles au Vietnam. Donc, on a souhaité aborder ce thème avec le grand public, qui fondamentalement, ce thème, c'est celui du respect d'autrui et du droit à la différence. Donc certains d'entre vous sont peut-être là par curiosité parce qu'ils ont entendu parler du sujet et ils veulent simplement en apprendre plus parce que c'est encore un petit peu obscur pour eux. D'autres se posent peut-être de vraies questions sur leur identité et veulent poser parfois des mots, des définitions, des concepts sur ce qui leur paraît être un ressenti singulier, mais vous allez le comprendre, cette singularité n'est peut-être pas du tout une singularité, au contraire, elle n'est pas marginale, elle est même largement partagée, elle est même étudiée. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Elle est étudiée par différents outils, notamment ceux des sciences sociales. Et pour nous en parler, nous avons 3 experts avec nous. Le premier est français, il nous vient de Suisse. Il est professeur associé à l'Institut des sciences sociales de l'Université de Lausanne et co-responsable du Centre en études genre. Il a enseigné en France, aux États-Unis, à Amsterdam, aux Pays-Bas. Il a été co-directeur d'ailleurs du Amsterdam Research for Gender and Sexuality. Il est aussi auteur, avec notamment Laure Bérény, Alexandre Jaunet et Anne Revillard, de l'introduction aux études sur le genre, et avec Arnaud Lerche de sociologie de l'homosexualité. Ses recherches portent sur le genre, la sexualité, les inégalités de classe, les migrations internationales, la sociologie du travail et le racisme. Il s'intéresse aux transformations contemporaines des identités sexuelles et de genre dans un contexte d'inégalité sociale, ethnique et civique. Je vous demande d'accueillir M. Sébastien Chauvin. Je t'en prie, et je demanderai aussi à nos autres intervenants, vous voulez nous rejoindre sur scène peut-être tout de suite. Notre deuxième intervenante est Le Phong Anh Tu, qui travaille à l'Institut de recherche sociale, économique et environnementale ICI, mais elle est également activiste pour les droits des personnes LGBTI ici au Vietnam. Donc dans le cadre de son mouvement, elle a mis l'accent sur le développement communautaire, la mobilisation politique, la sensibilisation sociale à l'existence et au respect des droits des minorités. Elle est la principale organisatrice de Boo Boo Town, qui a eu lieu en 2017 et 2018, un événement qui a pour objectif de donner à chacun la possibilité de vivre dans un monde sans stigmatisation ni discrimination. Elle est titulaire d'une maîtrise en administration publique de l'Université nationale australienne et est membre professionnel de la Young Southeast Asian Leaders Initiative. Enfin, nous avons également ce soir une réalisatrice, Tran Phong Tao, qui a réalisé le film que nous verrons ce soir, Finding Phong.
Tao, après des études de commerce extérieur et d'interprétariat à Hanoï, a poursuivi ses études en France à l'Institut d'études politiques de Paris, puis a obtenu un DESS en réalisation de documentaires à l'Université de Poitiers. De retour au Vietnam, Tao a fait des stages aux ateliers Varan, dans lequel elle a développé son premier documentaire qui s'appelait Rêve d'ouvrière. Puis elle a co-réalisé avec Swan Dubus des films documentaires abordant des thématiques majeures de la société vietnamienne sous un angle intime, notamment Avec ou sans moi, et bien sûr Fighting Phong, où elle nous apportera son regard de documentariste et donc son regard d'artiste sur le cas spécifique du parcours d'une personne transgenre ici au Vietnam. Donc restez avec nous à la fin de cette discussion pour la projection du film. Sébastien, identité de genre, définition des termes, posons un cadre global à cette problématique qui est, on peut le dire, assez universelle. Merci beaucoup, merci à l'Institut français de Hanoï de m'avoir invité à cet événement. Merci de m'avoir permis d'être parmi vous ce soir. Alors, effectivement, dans de nombreux pays du monde, le domaine de l'identité de genre a connu de profondes transformations ces dernières décennies. Et les études sur le genre ont constitué des vecteurs de ce changement et même fourni des outils pour les analyser. Avec mes collègues Laure Bérény, Anne Révillard et Alex Jaunet, j'ai eu l'honneur de contribuer à ce champ de connaissances à travers notamment notre livre Introduction aux études sur le genre. Mon exposé ce soir, court, va principalement revenir sur certains apports des études sur le genre et notamment sur la manière dont elles permettent de penser et d'accueillir la diversité des identités de genre et des identités sexuelles. Je vais montrer la complexité de la construction de ces identités à l'intérieur d'un cadre patriarcal qui organise encore pour beaucoup l'essentiel de la domination des hommes sur les femmes. Alors pour commencer, je voudrais revenir sur quelques définitions, et je présente d'ores et déjà mes excuses aux personnes de la salle qui connaissent déjà tout ça par cœur. Mais le public étant très divers, je dois poser d'abord ces bases. Alors qu'est-ce qu'étudient les études sur le genre? Elles étudient la construction des différences et des inégalités entre les hommes et les femmes, entre le masculin et le féminin, entre les formes de sexualité et de famille. Un des apports des études sur le genre est d'avoir permis de distinguer entre trois concepts distincts: le sexe, l'identité de genre et l'orientation sexuelle. Le sexe désigne l'ensemble des attributs biologiques, notamment associés aux organes génitaux, mâles ou femelles. L'identité de genre désigne le sentiment de soi comme homme ou comme femme. L'orientation sexuelle, elle, désigne la manière dont notre désir sexuel nous rend attirés par des hommes ou des femmes. On peut notamment être hétérosexuel, on peut être bisexuel, on peut être homosexuel. Les études sur le genre ont montré que l'identité de genre peut se trouver en décalage par rapport au sexe attribué à la naissance. Et dans ces cas-là, on parle d'identité transgenre. Beaucoup de personnes transgenres se sentent prisonnières de leur corps et souhaitent le modifier par la prise d'hormones ou par l'intervention chirurgicale. De cette manière, elles peuvent vivre d'une manière qui exprime le mieux leur identité. Mais d'autres personnes transgenres ne ressentent pas la nécessité d'une opération chirurgicale tant qu'elles peuvent vivre selon leur identité de genre, au niveau de leur apparence, de leurs vêtements, de leur manière de parler, de leurs rôles sociaux et de la manière dont on s'adresse à elles. Pendant longtemps, on a désigné les interventions chirurgicales comme des opérations de changement de sexe. Mais aujourd'hui, on préfère parler d'opérations de confirmation de genre. En effet, beaucoup de personnes transgenres considèrent qu'elles ont toujours été du sexe de destination et que l'opération fait juste changer leur apparence, leur corps, mais que leur identité profonde, elle, reste la même. Ainsi, par exemple, l'Espagnole Angela Ponce, qui est la première femme transgenre à être candidate au concours de Miss Univers, qui expliquait il y a quelques jours, assez typiquement, hein, j'ai toujours été une femme avant même ma naissance parce que mon identité était là. Alors, on a longtemps distingué
entre deux trajectoires transgenres opposées. Les parcours M2F, ou male to female, et les parcours F2M, ou female to male. Alors, cependant, depuis quelques années, dans la perspective de cette affirmation de genre dont je vous parlais, eh bien, certains préfèrent éviter d'utiliser ces termes qui reposent trop sur l'idée de transition. Ainsi, on ne dira plus trop trans M2F, mais on dira une femme trans, pour insister sur le fait que les femmes trans sont bien des femmes. On ne dira plus trans F2M, mais on dira un homme trans, pour insister que les hommes trans, sur le fait que les hommes trans sont bien des hommes. Enfin, vous avez certaines personnes trans qui estiment que le terme trans ne peut les désigner que jusqu'à ce qu'elles aient subi une opération. Après l'opération, elles préfèrent s'identifier comme des hommes et des femmes comme les autres, tout simplement. Parfois on dit ex-trans ou ex-transsexuel. Alors comment s'appellent ces hommes et ces femmes dont l'identité de genre confirme le sexe attribué à la naissance? Les gens dont l'identité de genre correspond à leur sexe de naissance. Eh bien, ce sont des personnes cisgenres. Qui connaissaient déjà ce terme? Quelques personnes. Ça valait le coup quand même de le redire. Ben oui, alors donc la majorité, donc il y a des personnes, il y a certainement des personnes transgenres dans le public, mais il y a la majorité de la salle est sans doute aujourd'hui constituée de personnes cisgenres. Donc n'oubliez pas ce message. Beaucoup d'entre vous croyaient que vous étiez juste normaux, mais non, vous êtes en fait cisgenres. Alors, il y a aussi beaucoup de personnes qui rejettent entièrement la division binaire entre masculin et féminin. Alors, ces personnes peuvent se définir comme genderqueer. Je voulais avoir un tableau pour pouvoir vous l'écrire. Donc, gender, c'est un mot qui est formé de gender et de queer. Gender, G-E-N-D-E-R, et queer, Q-U-E-E-R. D'autres, ça peut s'appeler agender, donc sans genre, ou genderless. En français, on peut utiliser aussi des termes comme non-binaire, qui existe aussi en anglais, ou neutrois, qui est un terme, je pense, qui n'existe pas en anglais, neutrois, qui vient de neutre. Certaines personnes genderqueer veulent la reconnaissance d'une identité neutre sur les papiers d'identité. Comme c'est le cas aujourd'hui au Canada, en Allemagne, ou encore en Inde, sous des dénominations diverses, notamment sous la dénomination de troisième genre. D'autres encore réclament carrément la fin de la mention du sexe sur la carte d'identité parce qu'elles estiment que l'État n'a pas à décider du sexe des individus. Mais à l'inverse, beaucoup de personnes qui sont transgenres, qui ne sont pas genderqueer, qui disent qu'elles sont juste transgenres, eh ben, elles veulent maintenir une mention du sexe sur la carte d'identité, une mention de leur nouvelle identité de genre sur la carte d'identité, parce qu'elles considèrent cette mention comme une validation de leur transition. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, tout le monde a bien une identité de genre, même les personnes cisgenres. Et donc, souvent, c'est difficile de dire qu'on n'en a pas. Même une personne qui te dit genderqueer, d'une certaine manière, au début, genderqueer, c'est une manière de rejeter l'injonction à avoir une identité de genre. Bon, aujourd'hui, genderqueer, elle est souvent perçue comme tout simplement une nouvelle identité de genre. On ne peut pas vraiment échapper à ce régime de l'identité de genre. Alors, depuis quelques années, quand même, il y a, notamment parmi les jeunes, il y a des personnes qui se disent gender fluid, fluide de genre. Eh bien, ces personnes ont une identité de genre qui peut varier selon les moments. Ainsi, le jeune acteur canadien Ameko X-Mascaro, qui affirmait l'année dernière qu'il se réveillait des fois le matin en se sentant fille, tantôt un autre matin en se sentant garçon. Alors j'ai utilisé le masculin, mais j'aurais pu dire elle, ou j'aurais pu utiliser un des nouveaux pronoms en français qui essaye de dire quelque chose qui ne soit ni il ni elle. Par exemple, ce pronom qui se prononce iel, I-E-L. Yel, donc, c'est un pronom qui n'a pas encore un succès fou, mais Yel, donc, a d'ailleurs été, donc cet acteur ou cette actrice a donc été nominé aux Oscars canadiens, les Leo Awards, à la fois dans le meilleur rôle masculin et dans le meilleur rôle féminin.
Alors, il y a aussi, dans ces nouvelles formes d'identité, l'identité intersexe, qui n'est pas si nouvelle, et qui est différente de l'identité transgenre. Il faut bien le rappeler. Les personnes intersexes, qu'à une époque on appelait hermaphrodites, sont nées avec des organes génitaux ou des caractères corporels ambigus au regard du binarisme de genre. Ils peuvent avoir à la fois des caractères physiques masculins et féminins. Pendant longtemps, les personnes intersexes étaient rendues invisibles, notamment parce qu'on opérait les enfants intersexes à la naissance pour les faire rentrer dans le binarisme homme-femme, quitte à créer des catastrophes à l'adolescence. Ensuite, les personnes intersexes, pendant quelques décennies, ont été un peu confondues avec l'identité transgenre. Et c'est vrai, en un sens, leur identité de genre qu'on avait assignée, on les avait assignés à garçons ou filles, eh bien, elle était en partie en tension avec la complexité de leur réalité physique. Mais l'émergence d'un mouvement intersexe, notamment à partir du début des années 2000, a clairement montré que les intersexes avaient leur identité et leurs problèmes spécifiques. La majorité des intersexes ne souhaitent pas se faire opérer, mais simplement souhaitent une reconnaissance de leur complexité physique, de leur sexe ambigu, en tout cas ambigu au regard du binarisme de genre. Vous en avez certains qui veulent simplement s'affirmer comme intersexes, et ainsi, d'une certaine manière, faire de intersexes aussi leur identité de genre. Et puis d'autres, il y en a d'autres qui vont distinguer leur sexe intersexe, et puis leur identité de genre, qui pourra donc être homme ou femme, ils pourront se décrire comme des hommes intersexes ou des femmes intersexes. On voit, il y a désormais une très grande diversité d'identités, certaines mettent en avant le corps, d'autres l'identité intime, d'autres encore le rejet des catégories rigides. Comment accueillir cette diversité ? Alors, je crois qu'il faut mettre au cœur de cette acceptation la notion de consentement. Parce que le respect de l'identité peut se traduire dans des démarches opposées en fonction des cas et des types d'identité. Et pour l'illustrer, je vais prendre l'exemple des enfants transgenres et puis des enfants intersexes. Comme je l'ai dit, pendant longtemps, les enfants intersexes subissaient des opérations non consenties pour faire correspondre leur corps au binarisme de genre. Or, de plus en plus, dans le monde, ces opérations sont considérées comme une mutilation, voire comme de la torture. Et les mouvements intersexes se mobilisent pour les empêcher, en éduquant notamment les parents sur la réalité des intersexes. Aujourd'hui, on attend que les enfants en question aient atteint l'adolescence ou l'âge adulte, et qu'ils aient développé de manière autonome leur propre identité de genre pour les laisser décider par eux-mêmes s'ils souhaitent se faire opérer ou non. Ça, c'était pour les enfants intersexes. Et pour les enfants transgenres, la démarche est tout autre. Pour rappel, les enfants transgenres développent très tôt une identité de genre qui est en tension avec leur sexe biologique. Dans leur cas, le respect de leur identité consiste à les considérer comme étant du sexe qu'ils et elles revendiquent. Et les parents sont de plus nombreux, conseillés par les médecins, à accepter des interventions chirurgicales pour leurs enfants, ou au moins à leur faire prendre des bloqueurs de puberté, pour qu'ils et elles aient plus de temps pour s'assurer de la solidité de leur identité de genre. Et c'est un enjeu épineux parce que les transitions physiques sont d'autant plus réussies qu'elles interviennent avant la puberté. Donc s'assurer du bonheur de ces enfants transgenres consiste de plus en plus à ne pas attendre l'âge adulte pour qu'ils se fassent opérer, quitte à retarder médicalement la puberté pendant quelques années. Alors, il est important dans la compréhension de ces différentes trajectoires de ne pas confondre genre et sexualité. On le verra aussi dans le documentaire. Genre et sexualité ou identité de genre d'un côté et orientation sexuelle de l'autre. Pendant longtemps, on a confondu les personnes transgenres avec les homosexuels. Et d'ailleurs, on employait le terme transsexuel qu'on utilise moins aujourd'hui, même si Fang l'utilise encore un petit peu dans le documentaire, précisément pour éviter de confondre genre et sexualité. Les psychiatres se disaient
pour aimer une personne du même sexe, il faut se sentir de l'autre sexe. Ou à l'inverse, quand on se pense comme de l'autre sexe, on désire forcément des personnes de son sexe de naissance. Derrière ça, on pensait toujours que le désir était forcément hétérosexuel. Notamment, on considérait qu'après leur transition, une fois que atteint leur sexe de destination, les personnes transgenres seraient forcément hétérosexuelles. Et les médecins pouvaient même refuser de faire l'opération s'ils avaient le sentiment que la personne opérée ne serait pas hétérosexuelle. Ce serait une transition pas réussie dans leur tête à l'époque. Aujourd'hui, on sait que l'orientation sexuelle peut varier indépendamment de l'identité de genre. Ce n'est pas parce qu'un homme est gay qu'il ne s'identifie pas comme un homme, ce n'est pas parce qu'une femme est lesbienne qu'elle ne s'identifie pas comme une femme, mais à l'inverse, le fait qu'une personne soit transgenre ne nous dit rien sur sa sexualité. À l'inverse, donc aujourd'hui, il est largement reconnu que les personnes transgenres peuvent être de toutes orientations sexuelles. Elles peuvent être gays, lesbiennes, bisexuelles, pansexuelles, etc. Bref, de plus en plus, la sexualité devient autonome par rapport au genre. Et ça se traduit dans la manière dont les personnes lesbiennes et gays et les personnes trans sont discriminées. L'homophobie et la transphobie sont deux types de discrimination distinctes. D'un côté, l'homophobie consiste à dire aux gays et aux lesbiennes « ce que vous faites, c'est mal ». Mais la transphobie, elle nie l'existence même des personnes trans en disant « vous n'êtes pas ce que vous êtes, vous n'êtes pas ce que vous dites être ». Il y a donc une dimension, comme on dit, ontologique dans la transphobie qui n'existe pas comme telle pour l'homophobie, et cette différence peut avoir des conséquences quant au rapport différent des homosexuels et des transgenres au coming out. On pourra y revenir dans les questions-réponses. Alors, pour conclure, je voudrais aborder un aspect important, à savoir que cette diversité de genre et cette diversité sexuelle se développe à l'intérieur de sociétés patriarcales, dans lesquelles la domination des hommes sur les femmes et l'asymétrie entre masculin et féminin n'ont pas disparu. Bien sûr, dans nombre de sociétés, on a aboli le patriarcat légal, les inégalités de droit entre hommes et femmes. Par exemple, en France, au cours des années 60 et 70, ces inégalités ont progressivement été retirées de la loi. Mais le patriarcat social, lui, persiste, et c'est un peu comme l'apartheid en Afrique du Sud, qui n'a pas disparu avec son abolition légale. Par exemple, aujourd'hui, le masculin et le féminin ne sont toujours pas pensés comme symétriques. Les parents auront peu de scrupules à donner à leur fille des jouets de garçons, ou des vêtements de garçons, ou de lui dire des histoires dont les héros sont des garçons. Mais à l'inverse, ils auront beaucoup plus de réticence à donner à leur fils des jouets de filles, ou à le laisser s'habiller avec de soi-disant vêtements de filles. Il y a une tolérance pour la figure qu'on appelle en français celle du garçon manqué, de tomboy, mais il n'y a pas de tolérance équivalente pour la fille manquée. Et là, on ne parle que du cas des enfants ou de filles qui restent néanmoins cisgenres, qui s'identifient comme des garçons et des filles en correspondance avec leur sexe de naissance. Mais cette asymétrie se reproduit aussi dans les identités transgenres. Les hommes trans, bien sûr, donc les hommes transgenres, female to male, subissent bien sûr la transphobie. Mais il y a plusieurs études sociologiques qui montrent que pour l'essentiel, une fois qu'ils sont reconnus comme des hommes, et notamment après la prise d'hormones, ils sont mieux traités dans le monde du travail qu'avant la transition, que quand ils étaient reconnus comme femmes. Parce que les inégalités hommes-femmes sur le marché du travail peuvent être plus fortes que l'éventuelle transphobie qu'ils pourraient subir. Alors qu'est-ce qui se passe quand ils font leur transition? Ils témoignent, ils disent aujourd'hui, depuis que j'ai fait ma transition, on écoute plus ce que je dis, on me prête plus d'autorité, on reprend mes suggestions dans les réunions de travail, on considère que mes demandes d'augmentation sont plus légitimes, etc. etc. A l'inverse, les femmes trans, donc transgenres au parcours male to female, elles sont plus discriminées et aussi plus susceptibles de subir des violences physiques, notamment dans l'espace public, voire des violences sexuelles. Et donc pour elles, la transphobie et le sexisme se redoublent. Un autre exemple justement de cette persistance de la domination masculine, c'est dans le domaine de la sexualité.
Alors, dans la sexualité, il y a un thème important dans les études sur la sexualité, c'est celui du double standard. Le double standard qui juge différemment la sexualité des hommes et celle des femmes. Un homme qui a beaucoup de relations sexuelles est un joli cœur, hein, un don Juan. Vous le savez déjà. Bon, hein. Un homme qui a beaucoup de... parce qu'une femme qui a beaucoup de relations sexuelles, elle est traitée, alors je ne sais pas comment ça sera traduit en vietnamien, hein, de salope, hein, de traîner. Les auteurs féministes ont bien montré comment ce stigmate de salope, ou le stigmate de putain, pour reprendre un terme de la psychosociologue Gail Peterson, ce stigmate d'impureté féminine, était là pour contrôler la sexualité des femmes. Pas seulement des femmes prostituées, mais de toutes femmes, toutes les femmes. Parce que toutes les femmes doivent faire attention à s'en éloigner, à se désidentifier vis-à-vis de ce stigmate de mauvaise fille. La persistance du stigmate de salope indique que les femmes sont encore largement considérées comme des objets d'échange qu'on peut distinguer entre les pures et les impures, les femmes pures et les femmes impures. Alors que les hommes en sont protégés, parce qu'ils sont les sujets de cet échange. Et en français comme en anglais, il n'y a pas vraiment de masculin à cette insulte. Le salaud n'est pas le masculin, par exemple, de salope. Alors, pareil, je ne sais pas comment ça sera traduit. Le salaud, c'est celui éventuellement qui ne respecte pas les femmes, mais ce n'est pas vraiment celui qui ne se respecte pas lui-même. Cette dichotomie entre les femmes qui doivent se respecter, ou se faire respecter, les hommes, et puis les hommes qui doivent respecter, ou éventuellement qui ne respectent pas et qui donc peuvent être des salauds, c'est cette dichotomie qui définit ce qu'on appelle l'ordre symbolique patriarcal. Cet ordre symbolique a des conséquences pour les personnes trans M2F. Et ça, c'est ce que indique Fong dans le documentaire. Vous verrez, elle doit rassurer sa mère qu'une fois qu'elle sera opérée, elle sera une femme. Mais que sa mère ne doit pas s'inquiéter. Elle sera une femme qui, parce qu'elle sera une femme, devra bien se comporter. Elle ne sera pas une mauvaise fille. Et le documentaire montre d'ailleurs bien tous les interdits qui touchent les femmes, mais pas les hommes. Et en devenant une femme, Fong devra apprendre à se respecter, à ne pas faire n'importe quoi avec son corps. Chez le médecin, elle s'inquiète plus de savoir si son nouveau vagin pourra donner du plaisir à un homme que si elle pourra elle-même prendre du plaisir. Je ne donne pas plus de détails sur le documentaire parce que il ne faut pas raconter les histoires à l'avance. Alors, on l'a vu, pour exister comme question autonome, la question trans a dû, au fil des décennies, s'émanciper des combats homosexuels. Et elle s'est autonomisée. Et c'est ce que signifie en partie la place du T à la fin de LGBT. C'est pas la même chose, on l'ajoute. Alors, c'est un peu un ajout ambigu quand même, puisque cette construction est une forme de reconnaissance de l'identité trans. On ajoute un T, mais en même temps, on l'ajoute à une liste d'orientation sexuelle. Alors, c'est un petit peu ambigu, parce qu'on pourrait penser que c'est une erreur, ou une sorte d'impérialisme d'orientation sexuelle, un impérialisme inclusif, qui vient incorporer les trans comme une orientation sexuelle. Alors on le sait, je l'ai expliqué, l'autonomisation de la question trans fait que l'identité trans n'est par définition pas une orientation sexuelle. Alors il y a un petit paradoxe, parce que précisément parce que les personnes trans ne sont pas définies par une orientation sexuelle, eh bien elles doivent maintenant en adopter une. C'est-à-dire que les personnes trans doivent avoir une orientation sexuelle. Elles sont soumises, à l'instar des personnes cisgenres, au caractère obligatoire du nouveau régime de l'orientation sexuelle. Là, je dis obligatoire au sens où aujourd'hui on est de plus en plus libre de choisir son orientation sexuelle, mais on n'est pas libre d'en avoir une ou pas. Alors, vous pouvez être hétérosexuel, vous pouvez être homosexuel. Si vous voulez refuser l'orientation sexuelle, vous pourrez dire éventuellement asexuel, mais ça sera encore une orientation sexuelle. On n'y échappe pas. Il y a des gens qui ont essayé je vais revenir sur cette question. Donc de plus, une fois qu'on a distingué genre et orientation sexuelle, il se pose néanmoins une question. Quand on fait une transition male to female, ou female to male, est-ce qu'on garde
Et alors, est-ce que notre orientation sexuelle change? C'est-à-dire, on était une femme homosexuelle, on devient un homme hétérosexuel, par exemple? Ou bien est-ce qu'au contraire, on garde notre orientation sexuelle, et pour cela, il faut changer notre objet de désir. On était une femme homosexuelle avant la transition, on devient un homme gay après la transition. En fait, toutes ces configurations sont possibles. Et elles montrent que le rapport entre le désir et son objet est parfois plus complexe qu'on croit. Quoi qu'il en soit, dans la sexualité aussi, il est devenu impossible de refuser d'avoir une orientation sexuelle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce sont toutes asexuelles, c'est une orientation sexuelle, par exemple, vous avez des gens qui, par le terme queer, Q-U-E-E-R, ont voulu signifier leur refus de toute orientation sexuelle figée. Mais là aussi, dans l'acronyme LGBTQ, queer a été incorporé comme une orientation sexuelle figée de plus. Alors, on peut quand même observer un paradoxe sur le rapport entre diversification des identités de genre et puis la question de la sexualité. Il y a une diversité toujours plus grande d'identités de genre. Et puisque l'orientation sexuelle dépend de l'identité de genre des personnes que l'on désire, eh bien, en un sens, la multiplication des identités de genre multiplie aussi les hétérosexualités. Par exemple, aujourd'hui, Facebook propose 80 identités de genre lorsqu'on s'inscrit. Ça doit être plus maintenant, disons 80. Alors, est-ce que ça signifie que désormais, il y a 79 manières d'être hétérosexuel? De désirer quelqu'un qui n'a pas la même identité de genre? On le voit, cette diversification des identités de genre ne vient pas seulement poser la question de sa frontière avec l'homosexualité, mais elle vient aussi déstabiliser l'évidence et la normalité de l'hétérosexualité elle-même, pas en la contestant, mais en la démultipliant. Voilà, merci beaucoup. Merci Sébastien. Connecting and sharing, connecter et partager, non, ce n'est pas la nouvelle pub Samsung, c'est le leitmotiv de IC, l'Institut de recherche sociale, économique et environnementale. Je me tourne désormais vers toi. Est-ce que tu peux nous parler de la situation de la communauté LGBTI ici au Vietnam? Est-ce que ces définitions qu'a données Sébastien correspondent à une réalité ici au Vietnam, une réalité sociale, sociétale, avec des implications politiques, voire même, pourquoi pas, juridiques? Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a une évolution aussi? Merci. Tout d'abord, je tiens à remercier l'Institut français de Hanoï pour m'avoir invité à cette conférence pour partager avec vous quelques-unes de mes réflexions sur le sujet du genre et l'identité du genre. Je suis d'origine de Hue, mais je travaille pour IC ici depuis 2006, mais je garde toujours ma voix d'origine de Hue. Maintenant, j'aimerais vous partager des évolutions dans la communauté de LGBT au Vietnam depuis 2008. Donc, la création d'un mouvement qui est actuellement ICS à Ho Chi Minh Ville. Donc, en écoutant M. Sébastien, je vois que on a une tendance de plus en plus importante vers le transgenre. Est-ce que c'est une tendance tout récente ou bien c'est une création qui a été depuis longtemps, existé depuis longtemps? Donc, j'ai travaillé avec les parents des personnes de la communauté LGBT. On m'a posé la question, pourquoi il y a de plus en plus de personnes qui appartenant à cette communauté? Est-ce que c'est de la mode? Est-ce qu'on devient une personne de cette communauté, c'est pour suivre la mode ou pas? Mais j'aimerais vous expliquer que
depuis il y a 10 ans, donc la communauté des LGBT a sorti de l'obscurité pour pouvoir demander aux autres de le reconnaître. Donc vous pouvez voir maintenant ici la présence de la communauté partout depuis 2008. Donc les premières personnes les premiers créateurs de ce mouvement. Donc on voit souvent que les personnes LGBT apparaissaient seulement en ligne, mais pas en réalité. On entend souvent caractériser cette communauté comme des PD ou des homos, donc des termes de discrimination. Donc selon des chiffres, il y a à cette époque-là 40% des articles dans les journaux qui ont des termes de discrimination à l'encontre de cette communauté de minorité. Et il y a presque personne ou organisation qui voudrait protéger les droits de cette communauté. Donc à cette époque-là, lorsqu'il y a des réunions de cette communauté, de cette minorité, donc qui a été organisée, bien, même si secrètement, mais il y a quand même des journaux qui ont essayé donc avoir des nouvelles de cette communauté pour après avoir des articles qui parlent sur cette communauté, mais au début on a beaucoup de doutes vis-à-vis de ces journalistes. On pensait que ce sont des personnes qui voudraient dire du mal de la communauté, mais après on a bien compris que ce sont des premières personnes qui voudraient aider à faire reconnaître cette communauté au Vietnam. Donc depuis les années 2008, les journalistes et aussi les activistes ont essayé de persuader ces communautés de pouvoir sortir de l'obscurité pour pouvoir faire reconnaître les droits de la communauté. Tout au début, c'est tout simplement des informations. On voudrait tout simplement publier des informations de cette communauté. Et après, on a organisé des formations de renforcement de capacité. Et donc nous avons également invité d'autres journalistes à nous joindre à notre mouvement de protection de cette communauté pour pouvoir rencontrer les personnes dans la vraie vie, des personnes de la communauté LGBT. Donc on invite les journalistes à écouter les personnes de cette communauté pour comprendre leurs souhaits, leurs sentiments. Et donc depuis 2008, on a publié un article qui a fait beaucoup d'écho dans le public. Donc c'est l'article qui a aidé la communauté à pouvoir apparaître aux yeux du grand public. Donc c'est aussi le premier article qui aide aux autres de connaître l'existence de cette communauté. Mais ce n'est pas du tout facile. Lorsque vous voyez maintenant dans la société, il y a des personnes LGBT qui a beaucoup plus de confiance, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'évolution depuis une dizaine d'années. Et donc, ils ont osé reconnaître leur genre, leur identité de genre. Ils doivent reconnaître qu'il est homme ou femme ou transgenre. Voilà. Voilà ce que nous avons fait jusqu'à des années 2012. 2013, donc au sein de l'Assemblée nationale, on a commencé à avoir des discussions sur cette communauté. On a organisé une très grande campagne de sensibilisation qui s'appelle « Je suis d'accord ». Alors, à cette époque-là, le ministre de la Justice a fait un discours sur le journal télévisé du Vietnam, le discours qui appelle à ne pas discriminer ces communautés LGBT, donc parce que eux,
leurs droits et ces droits doivent être respectés. À cette époque-là, les personnes de cette communauté n'ont pas encore le droit de se marier, mais jusqu'à 2013, on a enlevé toutes les sanctions contre les homosexuels et voilà, on a supprimé toutes les sanctions à l'encontre des homosexuels qui cohabitent ensemble. Voilà. Avant cette acte, donc s'il y a des mariages des personnes homosexuelles, donc la police vont arriver et vont faire des sanctions. Mais après, depuis 2013, on a beaucoup changé et la société commence à s'intéresser à cette communauté. Et pour les personnes de cette communauté, parfois, le genre de destination qui est dans leur tête ne correspond pas à leur caractéristique physique. Et donc, c'est ce qu'ils sentent. Et donc, on a fait une campagne qui s'appelle « Mon corps, mon droit » pour montrer aux gens que les personnes transgenres n'ont pas des malades. Voilà, ils sont tout à fait normaux. Et en 2014, dans le Code civil révisé, donc dans l'article 37 plus concrètement, les personnes transgenres ont été reconnues. Voilà, il faut remercier l'Assemblée nationale pour avoir remercié, pour avoir reconnaître cette communauté qui est toujours marginale depuis dans la société. Nous avons autre campagne ou mouvement qui s'appelle Viet Pride à Ho Chi Minh Ville, à Hanoï. Et maintenant, on a multiplié ce mouvement dans 37 villes du Vietnam, ou bien le mouvement Boubou qui essaye de sensibiliser les gens, de ne pas avoir des discriminations envers à l'encontre de la communauté LGBT. Voilà, maintenant, ces mouvements-là, on peut dire que ce sont des mouvements du bas en haut, donc bottom-up. Ce sont des personnes qui participent au mouvement, ce sont des personnes de la société civile qui participent à ces mouvements, donc qui ont changé vraiment des idées reçues sur cette communauté. Donc, on a changé même dans les mots qu'on utilise pour les caractériser. Voilà, on n'appelle plus les personnes normaux parce que si on dit les personnes normaux, c'est-à-dire les LGBT sont les anormaux. Donc on n'utilise plus ces mots-là. On appelle ces communautés-là, c'est vraiment une minorité sexuelle, mais ils sont tout à fait normaux en fait. Ils sont un groupe minoritaire, ils n'ont pas de voix, leurs voix n'ont pas de poids, mais depuis donc leurs droits commencent à être reconnus. Nous avons d'autres campagnes qui ont été organisées par IC, donc nous avons collecté des informations utiles, nous avons fait des traductions, des documents, des grandes organisations dans le monde pour montrer aux gens que voilà, c'est ce que le monde voit de cette communauté, ce n'est pas une maladie. Il n'y a pas de honte de vivre avec ces personnes-là, donc il faut les encourager au contraire. Donc il faut encourager également cette minorité de se reconnaître eux-mêmes. Donc pour ces personnes-là, il ne faut pas les considérer comme les malades. Eux-mêmes, ils ne doivent pas les considérer comme les malades en fait. Voilà, c'est à travers toutes ces mesures-là que cette communauté commence à avoir leur voix dans le public. Il faut clarifier cette question dans la communauté. Voilà. Donc on dit qu'il faut ouvrir d'abord le cœur pour que la raison commence à se faire entendre. C'est ce qu'on a fait à travers des
spectacles ou bien à travers des films comme Fading Fong ou à travers le théâtre par exemple. Ce sont des histoires qui aident les gens à mieux comprendre les personnes de cette communauté minoritaire. Voilà. Une autre chose, auparavant, on dit que les LGBT, ce sont des personnes ayant des comportements anormaux. Mais depuis les années 2008, on ne parle plus des comportements de ces personnes, mais on porte attention plutôt sur le droit. Voilà, pour pouvoir créer des messages vraiment positifs vis-à-vis de cette communauté. Il y a beaucoup de groupes jeunes qui travaillent pour protéger les droits des LGBT. Ils ont inventé des chansons, ils ont travaillé avec les parents, ils ont travaillé avec les professeurs. Ils ont organisé des événements au public. Ils ont beaucoup sensibilisé les gens. Voilà, je pense que ce sont des groupes vraiment très dynamiques. Et enfin, permettez-moi de vous donner quelques chiffres. En 2008, 41% des articles journaux présentent des discriminations à l'encontre de la communauté LGBT, mais maintenant, ça existe presque plus d'articles de ce type. En 2013, c'est un jalon. ICI a travaillé avec l'Institut de la presse et plus de 50% des personnes ont présenté leur accord pour le mariage pour tous, même pour les homosexualités. Et ce sont des interviews que nous avons faites au Vietnam. En 2008, il y a le nombre de personnes qui ont des discriminations vis-à-vis de cette communauté a fortement diminué. Merci. Merci, Tu. C'est peut-être le premier film documentaire, long métrage, à être jamais sorti dans les salles commerciales ici au Vietnam. Sorti avec succès, une vraie success story pour l'exploitation de ce film. Fading Fong, un film de Tao réalisé avec ton mari Swan Dubus, qui est français. Le parcours intime d'une personne transgenre. Qu'est-ce qui t'a intéressé en tant que documentariste dans ce sujet-là spécifiquement pour le Vietnam? Et qu'est-ce qui te fait dire à un moment donné, quand tu rencontres cette personne, ok, j'ai le sujet d'un film, qu'est-ce qui fait rester ton œil de cinéaste? Cảm ơn anh Frédéric, cảm ơn các diễn giả khác. Je vous remercie. J'ai reçu une proposition fin 2012. Alors, on m'a proposé de faire connaissance avec Phong. J'ai eu en effet des rencontres inédites. Phong a été en effet la première personne transgenre avec laquelle j'ai fait connaissance et j'ai eu des échanges directs dans la vie réelle. Avant cette rencontre, j'avais beaucoup lu, j'avais vu également beaucoup de films et tous ces thèmes-là me paraissaient pas si familiers. Il fallait attendre jusqu'en 2012 pour qu'il y ait en fait un changement dans ma prise de conscience. Avant cette date, j'avais fait également un autre film qui s'intitule Le dernier voyage de Madame Phu. Et je constate que les personnes transgenres au Vietnam doivent se faire opérer dans la clandestinité et elles doivent prendre des hormones achetées dans le système informel sur le marché. Parfois, il y a des marchands qui vendaient du silicone. Donc, quand on parle en effet de cette communauté, c'est une communauté qui est mal vue
on parle beaucoup d'opérations de changement de sexe, mais il y a beaucoup d'autres choses. Mais simplement pour vous dire que ces personnes n'ont pas eu un accès équitable aux soins de santé. Et on pense que les personnes transgenres, ce sont parfois des homosexuels, ce sont des prostituées. Parfois, il y a également des célébrités. Et on dit que, oh, dans ce cas-là, les personnes dans le showbiz pourraient être transgenres, homosexuels ou autres. Et c'est seulement au bout de ces discussions que j'ai vu un intérêt de faire ce documentaire. Parce qu'à travers l'histoire personnelle de femmes, on va permettre de mieux comprendre la métamorphose de la société vietnamienne, notamment en ce qui concerne l'identité de genre et la famille au Vietnam. Parce que lorsque Phong a décidé d'opter pour une nouvelle identité de genre, Phong a dit « Je veux que cette opération en effet intervienne avant l'âge de 30 ans, sinon, après 30 ans, je risquerais d'être taxé de vieille fille. » Vous voyez que Phong se voit toujours comme une fille et une femme soumises aux interdits et aux stéréotypes de la société traditionnelle du Vietnam. Donc, une femme âgée qui reste célibataire, même si elle a dépassé la trentaine, c'est toujours très mal vu dans la campagne au Vietnam. Donc, moi, en tant que cinéaste, je me sens attiré par cette histoire et c'est vraiment une histoire intéressante à raconter, intéressante comme histoire parce que j'ai pu aussi raconter le paradoxe dans le cœur de Phong. Parce que Phong voulait toujours être une femme de grande vertu et Phong souhaite en effet toujours devenir en effet une femme correcte, même si elle doit ou bien il doit prendre d'hormones. Donc vous voyez qu'il y a un paradoxe entre l'image projetée par une femme asiatique soumise à l'homme, tandis que Phong, il a dû en effet opter pour un parcours hors de commun. Donc vraiment, je suis intéressé à plus d'un titre par l'histoire inédite. Et c'est une expérience que j'ai faite pendant longtemps. J'ai fait un travail sur le terrain. J'ai eu des contacts directs avec Phong, avec sa famille, avec ses amis, avec ses voisins, voisines. Et ça m'a permis d'avoir une nouvelle perception du personnage. Et avec l'histoire de Phong, avant la sortie du film et pendant le tournage, je pense que la société a également un changement de perception vis-à-vis de cette communauté. Et vous pouvez voir ceci à l'intérieur du film. Phong, son vœu, c'est simple. Quand il était petit, il se voyait déjà comme une fille dont le corps était piégé. Et il pensait qu'il était le seul dans une campagne profonde. Mais lorsqu'il est venu à la campagne, il a participé au club LGBT et petit à petit, il a compris qu'il y a aussi une forte communauté et il a donné ensuite son consentement pour que je puisse faire un film sur sa vie. Parce que ce film va être un outil pour permettre aux gens des régions reculées et lointaines de mieux comprendre la réalité. Et lorsque l'identité de genre n'est pas en couplage avec le sexe attribué à la naissance, ce n'est pas une catastrophe. C'est ce que je veux en effet à travers ce vœu de femme. Je veux faire ce film pour permettre aux gens qui ont connu le même sort de s'en sortir honorablement.
j'aimerais bien, comme je parle beaucoup du film, donc je vous laisse peut-être voir le film d'abord, mais ce que j'aimerais bien vous dire, c'est que quand je travaillais avec femmes, je trouve que Femme a beaucoup pleuré tous les soirs, toutes les nuits, tous les soirs. Et petit à petit, il m'a même évoqué des tentatives de suicide. Et Femme, il m'a expliqué qu'il a voulu également devenir une femme ayant des vertus selon le confucianisme. Alors, dans leur cœur profond, alors Femme savait parfaitement sa propre identité, mais son entourage, non. C'est pour ces raisons-là que lorsque Femme se retrouvait avec les hétéros, alors Femme s'estime homosexuelle, mais lorsque Femme a retrouvé les amis de la communauté LGBT, Femme a clairement dit qu'il n'est pas du tout homosexuel. Donc, il a dit clairement, il a assumé sa condition d'être une femme. Donc, vous voyez que vraiment, c'est quelque chose de pénible. C'est une expérience douloureuse lorsque les autres et son entourage ont un autre regard sur son identité de genre. Il a dû en effet attendre jusqu'à l'âge de 27 ans pour opter en effet pour sa propre identité de genre. Et en 2012, il a pris une décision, c'est l'opération de confirmation d'identité. Et c'est une décision courageuse, personnelle. Mais quand je travaille avec femmes, moi-même et nous-mêmes, nous pensions qu'on avait tout compris, mais ce n'est pas le cas. Lorsque l'opération s'approche, lorsque Femme avait pris beaucoup d'hormones et son apparence a eu beaucoup de changements. Donc, une semaine avant l'opération, nous nous faisions beaucoup de soucis et on ne travaille plus comme cinéaste. Et tout d'un coup, je suis devenu, en fait, ses parents, ses frères, ses sœurs. Parce que, vous voyez, l'opération de confirmation, vraiment, c'est quelque chose d'extrême. Pourquoi je dis d'extrême? Parce que c'est irréversible. Et je vois bien jusqu'à quel point les limites ou bien les extrémités de la conception sociétale sur les questions du genre, ces limites-là sont vraiment difficiles à franchir. Et comme les amis à Femme, et moi-même, je lui ai dit, peut-être je vous conseille d'avoir des relations sexuelles avec un homme. Peut-être vous n'êtes pas une fille, mais vous pouvez être homosexuel. Donc je raisonne toujours dans l'ordre patriarcal avec un système du binarisme. Vous voyez? Donc il y a seulement le producteur qui a une autre vision et qui a dit que Femme ne peut pas coucher avec un homme parce que c'est pas un homme. Parce que Femme, c'est une femme. Parce que le corps actuel de Femme, c'est pas le sien. C'est pour ces raisons-là que ce film a apporté également des changements à l'intérieur de moi-même. Parce qu'après la sortie du film, après la production de ce film, je ne pose plus de questions. Parce que Femme n'a pas besoin d'expérience homosexuelle pour comprendre sa propre identité. Femme n'a pas besoin de ça. Femme n'avait pas besoin de cela. Comme Thu a dit qu'il faut sentir et il faut s'ouvrir avec le cœur. Et le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. Vous voyez, donc ces personnes-là connaissent et savent exactement ce qu'ils sont et ce qu'ils étaient. Et ils n'ont pas besoin, en effet, de nos conseils. Pour ça. Alors, le principe de cette rencontre, c'est celui d'un échange. Est-ce que nous aurions des questions du public pour Sébastien, Tu, Tao ou les trois en même temps?
Question, madame. Merci. Bon, on n'a pas encore vu le film, mais j'ai déjà grand hâte de le voir. Et en fait, bon, plus qu'une question, c'est déjà vous remercier d'aborder ce sujet-là ici. Moi, je trouve ça intéressant, toutes les définitions que vous avez pu donner au début, tout le dynamisme et les activités qui sont réalisées au Vietnam. Et aussi, bon, le film, je ne l'ai pas vu, mais je trouve ça assez intéressant de voir, on verra le parcours de cette personne qui vient de la campagne et qui, en allant à Hanoï, donc à la capitale, et surtout en étant entourée de bonnes personnes, de personnes bienveillantes, et en vivant, en étant dans la collectivité, dans un système coopératif, cette personne arrive à s'en sortir. Donc je trouve ça super chouette. Et donc merci pour ça. Et aussi, je vais vous dire Monsieur Sébastien, parce que j'arrive pas à lire votre prénom, je suis désolée. Je me posais la question, est-ce que vous, de votre côté, vous travaillez aussi sur toutes les questions qui touchent au disons, masculinisme, au virilisme un peu toxique, ou ce genre de sujet-là? Comment? Le virilisme toxique, parce que, bon, de mon point de vue, et je pense qu'en France, on commence à en parler de plus en plus, c'est aussi un des leviers d'action pour tacler un peu toutes ces questions de système patriarcal. Donc voilà, je voulais savoir si vous bossez là-dessus, ou si vous avez des références autant. Merci. Merci, je suis d'accord avec le documentaire, je peux vous dire qu'il est vraiment excellent. Sur le masculinisme, j'ai des collègues qui travaillent dessus, notamment le Canadien Francis Dupuy-Derry, qui est en train de publier un ouvrage sur le masculinisme qui a dû paraître au Canada il y a quelques mois et qui paraît en janvier, je crois, ou en février en France. C'est un petit peu... Alors, il y a la masculinité toxique d'un côté, ce qu'on appelle parfois la masculinité hégémonique. Mais de l'autre, il y a aussi des mouvements masculinistes. Il y a de plus en plus de mouvements antiféministes qui sont pas des mouvements qui vont se présenter comme des mouvements de retour au patriarcat, mais des mouvements au contraire qui vont se penser comme dans une époque où le patriarcat a disparu, où il y a une pleine égalité homme-femme, et qui estiment que c'est les hommes qui sont discriminés. Donc, par exemple, moi ça me fascine parfois parce que ça produit des types d'arguments assez intéressants. Par exemple, en Suisse, on avait il y avait récemment une affiche pour une entrée en boîte de nuit qui disait entrée gratuite pour les filles en mini-jupe. Alors, on voit bien la réponse féministe à une affiche comme ça, en termes d'objectification, en termes, y compris éventuellement, on pourrait utiliser le double standard, le stigmate d'impureté, etc., tout ce que j'ai raconté tout à l'heure. Et puis je dis toujours aux étudiants, qu'est-ce que c'est la réponse masculiniste? Et la réponse masculiniste, ça consiste à dire, et pourquoi d'abord entrée gratuite pour les femmes en mini-jupe? De quel droit? C'est bien la preuve que c'est les hommes qui sont discriminés, parce que, etc. Donc c'est un renversement que je trouve parfois fascinant de ces logiques. Pareil pour et pourquoi les femmes et les enfants d'abord, c'est un qui va parfois exploiter certaines logiques justement issues du patriarcat, mais pour les renverser. Et à bien des égards, je pense que c'est ces groupes-là qui sont les plus dangereux aujourd'hui parce qu'ils vont réutiliser un langage de l'égalité pour le pervertir. Mais qui révèle aussi certaines contradictions du patriarcat aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui les mouvements masculinistes en particulier, c'est ces mouvements-là, qui ne sont pas n'importe quel type d'antiféminisme. C'est pas la manif pour tous, c'est pas de vieux mouvements patriarcaux, c'est pas des mouvements religieux, c'est des mouvements qui vont réutiliser un langage de l'égalité. Nous avons d'autres questions. Ah, là-bas. Bonjour, Thomas Mourez. C'est une question plutôt pour nos amies vietnamiennes. Est-ce qu'au Vietnam aujourd'hui, il est aisé de faire reconnaître par l'administration un changement de sexe? Est-ce que finalement on peut faire changer son sexe sur sa carte d'identité ou son passeport facilement?
Et si c'est possible, est-ce qu'il faut absolument prouver une réassignation chirurgicale ou est-ce que effectivement c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de prouver, montrer parce que c'est finalement assez violent, on peut être femme sans avoir à faire modifier ses organes génitaux. Je vous remercie pour votre question. Comme vous voyez, les personnes transgenres ont été reconnues dans le Code civil du Vietnam à partir de 2015. Donc, on attend toujours la publication des décrets qui portent des précisions d'application, en effet, du Code civil qui a été révisé par l'Assemblée nationale. Donc, on attend les décrets d'application. Le projet du Code civil a été, en effet, peaufiné. Donc, ce sont des droits qui ont été reconnus, mais ces droits restent encore en suspense parce qu'il nous manque encore des textes d'application. Donc, les établissements de santé ne sont pas encore autorisés à proposer des opérations de changement de sexe, ni à procurer des hormones. Donc, si vous voulez être reconnu, personne transgenre, il faut répondre à 3 critères. Vous devez utiliser 2 ans d'hormones et vous devez en fait subir une opération en partie de vos organes. Donc, je pense que les personnes transgenres, ça désigne des personnes qui appartiennent à une catégorie plus large que les personnes désignées dans le Code civil du Vietnam, parce que dans le Code civil du Vietnam, on a vu ces personnes sous l'angle uniquement médical. Et les personnes transgenres peuvent vivre dans le bonheur. Par exemple, ils peuvent vivre selon leur identité de genre. Donc, ça va leur permettre en effet de vivre comme ils veulent sans avoir recours à des opérations. Et dans un certain nombre d'autres pays, on a permis en effet à des personnes transgenres de vivre comme ils veulent ou bien comme elles veulent. Ils sont accompagnés par des psychiatres. Donc, ces psychiatres ne vont pas dicter la manière d'être de ces personnes transgenres. Donc, ce sont des binômes qui travaillent ensemble entre la personne transgenre et le médecin pour vivre, en fait, selon leur identité de genre. Parce que, comme vous voyez, il y a plusieurs personnes qui ont voulu mettre en avant le corps, d'autres l'identité intime et d'autres l'appartenance à des catégories. Donc, ne voulons pas, en effet, que la loi du Vietnam soit limitative, parce qu'on ne peut pas avoir une approche purement médicale. Il y a des personnes transgenres qui sont et qui peuvent être tout à fait contentes avec peu de choses. L'acceptation, par exemple, de la société, on n'a pas besoin de recourir, en effet, à l'opération. Il y a un paradoxe pour les lois, c'est que pour les intersexes, ils ont le droit de changer leur sexe. Cependant, pour les personnes qui voudraient changer leur sexe, leur genre, donc ils ont le droit. Cependant, les personnes qui leur aident, c'est-à-dire les médecins qui leur aident de faire ces opérations, ils ne sont pas autorisés. Voilà. C'est pour ça que les personnes transgenres voudraient devenir des personnes transgenres, doivent partir en Thaïlande, par exemple, pour faire des opérations. En Europe, par exemple, la communauté, les personnes intersexes se battent pour que les médecins opèrent seulement s'il y a des autorisations de la part de la personne. Il y a des consentements de la personne.
tandis qu'au Vietnam, ce sont des parents ou bien ce sont des personnes responsables des enfants qui décident le sexe de leurs enfants. Et souvent, eux, ils choisissent le sexe masculin, tandis que lorsque l'enfant grandit et il se sent comme une femme, par exemple, donc ce sera une catastrophe. Je pense qu'il vaut mieux avoir plus de connaissances et plus d'informations sur ces questions pour que nous puissions comprendre les lois et la situation actuelle. Bien sûr, en France, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment totalement bon comme nous le pensons. Lorsque nous projetons le film Fighting Femme en France, à Brest, on a rencontré femmes et on a posé la question quelle hormone femme a utilisé. On a dit que ce sont les hormones féminines avec une ou deux capsules. Et on ne peut pas imaginer que ces hormones peuvent apporter de tels résultats avec femmes. Donc les personnes transgenres en France sont protégées par les médecins. Alors, la décision de choisir ou pas choisir l'opération, c'est quelque chose qui est une décision extrême. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir 5 ans, un délai de 5 ans pour pouvoir décider si une peut avoir une opération ou pas. Donc, la personne concernée doit rencontrer beaucoup de médecins et utiliser des hormones pendant 5 ans. Donc, et après, ils doivent rencontrer un psychiatre pour voir s'il va bien avec ses hormones ou pas. Donc, il faut rencontrer beaucoup de personnes pour pouvoir passer une opération pour changer leur genre. Voilà, c'est pour ça que c'est aussi compliqué en France. Voilà. Et au Vietnam, on a choisi de venir en Thaïlande pour pouvoir changer, modifier leur genre. Ils savent bien qu'à Bangkok, c'est une industrie de changement de genre. Bon, c'était une industrie vraiment, mais on choisit toujours la Thaïlande, même si c'est quelque chose qui... parfois, il y a toujours des perceptions au sein de la société qui ont poussé ces gens-là à devenir ailleurs pour faire les opérations. Je voudrais quand même qu'on aborde un thème rapidement sans se lancer dans une étude anthropologique très poussée. Mais c'est vrai, on se rend bien compte qu'il y a un mouvement global qui est une évolution des sociétés, des changements de mentalité. Mais tout ça, c'est partir depuis une situation de base qui va être une organisation patriarcale de la société largement acceptée, une normalité qui serait cisgenre, voire même hétérosexuelle. Est-ce que c'est le cas de toutes les sociétés contemporaines? Est-ce qu'il y a eu des mouvements totalement l'inverse dans l'histoire du Vietnam, peut-être l'histoire de France ou dans des pays tiers, et qui auraient évolué? Est-ce que c'est si figé que ça, tel qu'on aurait tendance à le croire aujourd'hui? Sébastien, tu as peut-être des choses à dire sur le sujet. Alors, sur la question de l'histoire du genre lui-même, l'histoire du système cisgenre, ce serait assez compliqué à expliquer parce que l'histoire du rapport entre son identité de genre et le sexe physique dépend de l'histoire de la place du sexe physique dans les relations sociales. Est-ce qu'on l'observe, est-ce qu'on ne l'observe pas? Il y a plein d'histoires sur des entre guillemets hermaphrodites, un terme qu'on n'utilise plus, mais pour le 19e siècle, qui est début du 19e siècle, peuvent vivre toute leur vie sans rendre pertinente leur ambiguïté génitale, parce qu'en fait, il n'y a aucun moment où elle est observée. Tout simplement, dans les villages, même les médecins n'observaient pas les organes génitaux. Donc il y a toute une histoire du rapport entre, on
va dire, entre l'âme et le corps, d'une certaine manière, qui est aussi une histoire des relations sociales, de l'urbanisation, du changement de la médecine, des progrès médicaux. Pareil pour la question du sexe de destination, entre guillemets, elle se pose au moment où les technologies se développent et où il faut décider. On ne peut pas se contenter d'une ambiguïté, il faut décider à travers cet ordre du genre masculin-féminin. Enfin, il y a plein d'historiens et d'historiens, notamment de la médecine, qui refont ces histoires. Et donc, à travers l'histoire des différentes variantes d'identité transgenre, c'est aussi l'histoire du système cisgenre qui, en creux, est dessinée. Pour l'hétérosexualité, il y a une histoire beaucoup plus développée depuis la fin des années 80, qui montre comment ce qu'on appelle aujourd'hui hétérosexualité, avec ses règles particulières, qu'est-ce qui définit un acte hétérosexuel, qu'est-ce qui définit un acte qui ne le serait pas, et qui nous paraît clair aujourd'hui, puisqu'elles sont définies par le sexe des partenaires. On montre que cette division des êtres humains et de leur vie érotique entre notamment homosexuels et hétérosexuels, à travers le sexe du partenaire, a émergé assez récemment dans l'histoire occidentale, à peu près au cours du 19e siècle notamment, puisqu'on sait bien que même le terme hétérosexuel est inventé en même temps que le terme homosexuel, à la fin du 19e. Et donc il y a tout un ensemble d'historiens d'histoire sociale qui ont fait, d'histoire culturelle, qui ont fait, comme pour reprendre un terme d'un américain, une histoire de l'hétérosexualité, en montrant comment cette hétérosexualité, telle qu'on la connaît aujourd'hui, s'est progressivement instituée au cours du 19e, du 20e siècle. Qu'est-ce que c'est que la sexualité normale, typiquement? Alors, vous savez, le mot hétérosexualité, il a longtemps désigné un excès de sexualité. Puisque le rapport normal à l'autre sexe, c'est un rapport qui était censé être pur, notamment marqué par des interdits religieux. Ce fait qu'il y avait encore un dictionnaire américain, je crois, ou anglais, qui en 1923 définissait l'hétérosexualité comme, je cite, un appétit sexuel morbide pour le sexe opposé. Donc c'est très récent que le terme hétérosexualité en est venu à signifier la sexualité normale. Il faut penser que pendant toute une époque, la sexualité normale, c'était quand même dans le mariage. Donc c'est pour attendre les années 60 et 70 pour que le périmètre de l'hétérosexualité normale inclut le sexe en dehors du mariage, inclut le sexe non génital, la sodomie, etc., hétérosexuelle. Tout ça, c'est devenu de l'hétérosexualité. Et puis, ça a voulu dire pendant quelques décennies, dans des pays européens notamment, qu'il y avait un durcissement de la frontière entre cette nouvelle hétérosexualité étendue, qui était la normalité, et puis de l'autre côté, un périmètre de l'anormalité qui était de plus en plus identifié à l'homosexualité. Et pendant 10, 20, une trentaine d'années, le pervers, la figure du pervers, elle était associée à l'homosexuel, jusqu'à, disons, des années 60 à la fin des années 80. Et puis voilà, on pourrait continuer l'histoire de l'hétérosexualité qui change, mais qui change jusqu'à aujourd'hui, puisque comme je disais, cette multiplication des identités de genre, elle a des conséquences sur la manière de se penser comme hétérosexuel. L'hétérosexualité ne se définit plus simplement à travers un binarisme homme-femme. Le désir n'est plus homme-femme, mais si vous avez 80 identités de genre, eh bien, vous avez plein de manières d'être hétérosexuel, beaucoup plus plurielles qu'il y a une vingtaine, une trentaine d'années. Des questions? Oui. Madame Olivier. I'm wondering whether the development of Vietnam LGBT community, as well as the acceptance of community, is same speed with the development of LGBT in Asian countries. Excusez-moi, are you Vietnamese? Yes.
Yeah. It's better if we have only 2 languages. If you can ask your question in Vietnamese. Em muốn hỏi chị J'aimerais bien vous poser une question. Quand vous étudiez la communauté LGBT au Vietnam, est-ce que vous avez fait une comparaison avec les autres pays de l'ASEAN? Est-ce que la vitesse de développement de cette communauté LGBT au Vietnam est comparable avec celle d'autres pays de l'ASEAN? Est-ce que la communauté LGBT au Vietnam est reconnue au même rythme au Vietnam que dans d'autres pays de l'ASEAN? Est-ce qu'il y a des programmes de mise en connectivité parmi les pays de l'ASEAN pour en effet faire travailler ces différentes communautés de LGBT parmi les pays de l'ASEAN, parce que ces programmes vont permettre en effet d'avoir une vision commune au sein des pays de l'ASEAN, parce que l'ASEAN repose sur les 3 piliers, dont le pilier culturel. Si on travaille dans ce sens, ce serait souhaitable. Je vous remercie pour cette question. Il y a 2 semaines, j'étais en Thaïlande. J'avais participé à une réunion régionale sur l'identité de genre. Donc cette réunion s'est passée juste après le référendum organisé à Taïwan sur le mariage pour tous. Donc il y a un groupe de lobbying qui, à Taïwan, qui a essuyé un échec à Taïwan et qui a fait tomber également le parti au pouvoir en quelque sorte. Vous racontez ceci pour vous dire que il y a des activités au niveau régional. L'Asie, c'est un point chaud dans le monde concernant le développement des mouvements de mariage pour tous. Ceci se produit partout dans le monde, ces mouvements, mais en Asie, aucun pays n'a reconnu le mariage pour tous. Concernant la loi dont je vous ai parlé, portant sur les personnes transgenres, nous avons constaté des progrès dans ce travail législatif, parce que nous avons seulement des dizaines de pays dans le monde qui se voient dotés d'une législation ou bien des dispositions juridiques liées aux personnes transgenres. Bien sûr, la communauté des LGBT est souvent stigmatisée. Dans la réunion, j'ai rencontré des représentants du Cambodge, du Japon, de la Thaïlande, et ce sont des pays qui ont des affinités culturelles avec le Vietnam. Nous nous sommes appris les uns avec les autres. Pour le Vietnam, le mariage pour tous est à la fois facile et difficile, parce que l'année prochaine, nous devons réviser le code matrimonial et le code des familles au Vietnam. Mais pour, en fait, le meilleur cas des choses, pour qu'on puisse avoir un nouveau code, il faut attendre jusqu'en 2023. Mais dans la société, il n'y a pas un accueil enthousiastique ou bien enthousiaste de la part de la société. Parfois, les enfants sont stigmatisés par leurs propres parents et ce n'est pas évident. Mais on peut également, par contre, dire que le changement de mentalité au Vietnam se poursuit avec une vitesse assez importante. L'humanisme règne au Vietnam. Ceci peut en effet devenir un levier pour permettre aux personnes de la communauté LGBT d'accéder à leurs droits, et on peut en fait aller plus vite sans avoir reprendre le chemin de 40 ans aux États-Unis pour être reconnus avec tous leurs droits et obligations. Merci. Donc j'ai une amie qui m'a dit qu'elle se
considérés comme pansexuels. Et donc je me demandais quelle était la différence entre pansexuel et bisexuel. Bon, fair enough, c'est une question juste, puisque j'ai présenté des catégories qui paraissaient un peu figées. J'ai joué un rôle de législateur, comme ça, de l'ontologie, qui est peut-être en décalage avec mon rôle de sociologue ou d'anthropologue, mais ça fait partie du jeu. Et donc je vais répondre dans ces mêmes termes autoritaires, que ça n'a rien à voir de certaine manière pansexuel et bisexuel. Non, on va dire que bisexuel, c'est une manière de reconnaître le binarisme de genre dans la structure de son désir. Et la pansexualité, je pense qu'elle n'a pas une définition comment dire, figée non plus, elle est une définition en flux, mais c'est une manière d'affirmer un désir généralisé sans spécificité de sexe. C'est-à-dire que, de certaine manière, la personne bisexuelle désire les hommes et les femmes parce qu'ils sont des hommes et parce qu'ils sont des femmes, d'une certaine manière. Enfin, on va dire une forme de fétichisme de genre, accepté, mais c'est quand même du fétichisme collectif, hein, on va dire. Et alors que la personne pansexuelle affirme qu'elle aime des individus pour leur spécificité sans qu'elle soit structurée par le genre. Le désir bisexuel est encore structuré par le genre. En fait, pour faire simple, pour les bisexuels, c'est plutôt la question qui tu aimes. Voilà. Et la question de transgenre, c'est qui es-tu? Voilà. C'est ce que j'ai appris avec Aïssi. Voilà. Et puis, dans le cas vietnamien, ce qui est très drôle, j'aimerais bien vous raconter également une anecdote au Vietnam. Quand on parle de la bisexualité, alors ce sont des personnes qui sont capables, en effet, d'aimer à la fois des hommes et des femmes, mais ils risquent d'être taxés, en effet, d'être infidèles, parce qu'ils aiment deux personnes en même temps. Donc vous voyez que pour les hétérosexuels, ce n'est pas le cas. Alors pour l'hétérosexualité, on n'est pas stigmatisé si on aime deux personnes. Alors, mais pour la bisexualité, on aime d'abord un homme. On a une nouvelle expérience pour aimer un autre homme, et pour la troisième expérience, on va aimer une femme. Donc ça n'a rien à voir avec l'histoire de fidélité ou bien d'infidélité, mais on est influencé par une vision de l'hétérosexualité dans un ordre symbolique préétabli. Vous voyez, je ne sais pas comment ça se passe. Comment en France est-ce que les bisexuels, en effet, souffrent toujours de ces stéréotypes qui existent, comme je viens de vous l'expliquer au Vietnam? Tôi nghĩ rằng là đây là câu hỏi cuối cùng, rồi sau đó chúng ta sẽ xem phim ạ. Xin mời chị ạ. Permettez-moi de vous poser une autre question. Donc les personnes transgenres, pourquoi ces personnes-là doivent faire une opération de confirmation de genre? Donc les causes de cette opération, de cette décision, est-ce que ce sont des pressions de la part de la société, ou bien c'est parce qu'eux-mêmes ils sentent qu'ils doivent le faire pour être heureux? Voilà. Quelles sont les motivations des opérations de changement de genre? Je pense que c'est une question très intéressante. Voilà, seulement les personnes transgenres peuvent vous apporter une bonne réponse, mais je pense que vaut mieux d'être la décision de la personne concernée. Il ne faut pas le faire en raison des pressions. Donc, nous, les alentours, il ne faut pas créer plus de pression pour ces personnes-là. Ce que je veux dire, c'est que la personne concernée, donc la personne concernée doivent, la personne qui décider ce qu'ils vont recourir comme médicaments, comme opération, et
ça doit être sa décision. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est que cette personne doit être content, heureux avec ce qu'ils ont choisi. On vient de faire un documentaire, un interview qui dure 2 heures avec 30 personnes transgenres. Et eux, ils ont partagé leur motivation. Donc, il y a une personne qui voudrait font participer aux armées. C'est pour ces raisons qu'ils ont fait une opération de confirmation du genre, simplement parce qu'ils voudraient participer à l'armée. Donc, c'est eux qui peuvent dire pourquoi ils le font, et nous ne pouvons pas dire à leur place. Voilà. Le micro, s'il vous plaît. J'ai entendu M. Sébastien qui ont dit que il y a des personnes transgenres qui voudraient faire une opération, mais il y a des personnes qui ne choisissent pas d'opération. Est-ce que dans ce cas-là, ils ont appelé également personnes transgenres, même s'ils n'ont pas fait une opération? Au Vietnam, la communication nous a fait comprendre que les personnes transgenres, ce sont des personnes qui voudraient ou qui ont fait déjà une opération pour devenir une personne transgenre. Voilà. C'est une évolution dans l'utilisation des mots. Auparavant, on dit transsexual. Alors, c'est une malcompréhension de la part de la traduction, en fait. Et maintenant... Oui, les mots ont changé très vite. Ils ont changé très vite, et dans les qualificatifs anglophones notamment, mais aussi francophones. Pendant les années 90, le refus d'arrimer à un changement d'identité de genre, à une modification biologique profonde, il était relativement porté par ce qu'on appelait transgenre par opposition à transsexuel. Aujourd'hui, le terme transgenre ne signifie plus cette opposition à l'opération ou à la continuité entre sexe et genre, parce que l'opération vise à restituer une continuité entre sexe et genre. Le terme transgenre vient à être un terme parapluie, umbrella term, hein, pour l'ensemble de ces identités. Et donc, beaucoup de personnes peuvent s'appeler transgenres en voulant faire des opérations. À la limite, aujourd'hui, on a le nouveau terme qui existe pour désigner ce refus de cette volonté de continuité entre sexe et genre et de ces normes rigides. Ce serait le terme genderqueer, qui vient renommer ce que, peut-être il y a une vingtaine, une trentaine d'années, le terme transgender avait initialement voulu signifier. Et les mots changent très vite. Mais je pense qu'il faut avoir certainement certaines influences de la part de la société pour ces changements. Par exemple, femmes. Est-ce que la société peut jouer quand même un rôle malgré tout? Sûrement. On a longtemps, par exemple, j'ai dit, pour penser que les personnes transgenres étaient des homosexuels refoulés, et qui finalement étaient, qui refusaient, qui subissaient l'homophobie, et qui, ne voulant pas accepter leur homosexualité, pensaient qu'ils devaient faire changer de sexe pour pouvoir aimer les personnes de leur choix, enfin aimer les personnes de leur sexe. Or, aujourd'hui, on a une beaucoup plus grande acceptation des gays, des lesbiennes, de l'homosexualité. Ça n'a pas du tout fait diminuer le nombre de transgenres. Au contraire, on a une profusion de revendications transgenres. Donc ça montre bien que ces revendications transgenres n'étaient pas simplement le produit d'une sorte d'homophobie intériorisée. Aujourd'hui, on a moins d'homophobie, on a plus de transgenres. C'est un exemple pour montrer que
cette idée d'influence sociale, il y a forcément, pour pouvoir s'identifier à quelque chose, il faut avoir connu ces quelque chose. Pour pouvoir désirer quelque chose, il faut les avoir connus. Donc, en ce sens, toutes ces identités, mais y compris cisgenres et hétérosexuelles, sont sociales, historiques. Mais par contre, si on voit à l'échelle d'une évolution historique, on peut voir des expériences naturelles, un relâchement d'une contrainte sociale, celle de la contrainte à l'hétérosexualité. On aurait pu penser que ça diminue le nombre de personnes transgenres, selon cette théorie ancienne. Ça n'a pas été le cas, donc ça montre bien que c'est d'autres forces qui font vivre et qui donnent de l'énergie aux personnes transgenres. Auparavant, ce sont tous les homosexuels, mais lorsque la société est devenue plus ouverte, donc on reconnaît de plus en plus et progressivement les communautés transgenres. Voilà. Voilà, malheureusement, il va falloir que nous terminions cette discussion puisque nous avons la projection du documentaire Finding Fong juste après. Je vais remercier chaleureusement Sébastien, Tao et Tu pour vos éclairages. Merci mille fois. Je tiens à apporter une précision. Je vois une dame là-bas avec un tout petit enfant. Le film que nous allons projeter n'est pas vraiment adapté pour les enfants de cet âge-là. Il y a quelques scènes qui peuvent être un petit peu choquantes. Je vous demanderai malheureusement de sortir pour la projection du film. Voilà, on prend 5 minutes si vous voulez rapidement aller aux toilettes. Merci, on se retrouve l'année prochaine. Bonne soirée et bon film. Oui, et nous allons récupérer les casques. Merci de bien vouloir les préparer. Et xin các bạn là chuẩn bị tai nghe và bên chúng tôi sẽ đi thu trước khi bộ phim chiếu bộ phim ạ.